Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du MAG de la foire de Châlons, cette 70e édition. Vous savez qu'Campagne TV a posé ses valises ici dans cette foire de Châlons. Pour l'après-midi, vous savez, en direct à partir de 15h, une balade gourmande. Et on est en direct avec des producteurs, des restaurateurs, des artisans, des acteurs de la vie culturelle et touristique. Bref, tout ce qui fait le charme de cette région Grand Est et qu'on va découvrir cet après-midi aujourd'hui. Avec nous, on a donc Benoît Jacquinet, bonjour. Bonjour. Avec un produit, alors là, que je ne m'attendais pas à trouver ici, en Champagne-Ardenne. Vous êtes producteur de truffes, c'est bien ça? Entre autres, oui, tout à fait. Mais normalement, on parle de truffes d'automne, donc là, c'est un peu une avant-première, puisque normalement, elle arrive au mois d'octobre. Donc ça, c'est plus de la truffe d'été, mais qui est vraiment produite à Matoug. Alors, on dit Matoug, c'est dans la Marne, c'est un petit village? Entre Châlons et Épernay, tout à fait, à 8 km de la foire. Mais je croyais justement qu'il ne fallait pas donner ces coins à truffes. Alors du coup, il faut avoir un chien, tel que Honnet. Sans chien, pas de truffe. Eh bien, on vous présente justement Honnet qui est là parmi nous et qui va passer toute l'émission justement avec nous. Vous nous donnerez évidemment tous vos secrets, tous vos conseils, bien sûr, pas de récolte, mais de cuisine, en tout cas de la truffe aussi tout à l'heure. En face de vous, là aussi, on va parler de passion et de métiers passionnants. Nous avons un maître artisan charcutier, Patrick Maury, bonjour. Bonjour. Et on va le dire, hein, vous êtes champion du monde de l'andouillette de Troyes, c'est ça? Tout à fait. Troyes dans l'Aube, bien évidemment. Que je suis installé à Troyes même, en plein centre-ville, centre-ville, en face Léal. Et on va voir justement avec vous comment on fait la meilleure andouillette du monde. Voilà, et comment on la prépare et qu'on l'affine avec la sauce, bien entendu. Autre curiosité, et là aussi c'est quelque chose que j'ai découvert avec Alexandre Pointier, bonjour. Bonjour. Vous êtes producteur de Saint-Foin. Oui, tout à fait. C'est ça. Alors il faut expliquer à nos téléspectateurs ce qu'est le Saint-Foin, parce que moi je ne connaissais pas. Le Saint-Foin, c'est une légumineuse assez proche de la luzerne. C'est une plante pérenne qui produit de jolies fleurs de cette couleur. Donc mauve, c'est ça? Mauve, fuchsia, comme vous voulez, et qui a la particularité d'être très mellifère. Et c'est pourquoi nous avons, donc, avec plusieurs agriculteurs, monté une ferme apicole et nous produisons dès cette année notre miel de Saint-Foin. Tous les secrets justement du Saint-Foin avec vous tout à l'heure. Juste une petite question. C'est une fleur qui se cultive uniquement dans la région, le Saint-Foin? Non, nous produisons également avec d'autres coopératives dans le Périgord et aussi sur les plateaux de Bourgogne, à Baigneux-les-Juifs notamment. Très bien, on y revient tout à l'heure avec vous. Dernier invité et non des moindres pour notre escapade touristique du jour, Pierre Letiès, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'Office du tourisme du lac du Der. Lac du Der. Alors il faut expliquer là aussi ce qu'est le lac du Der et où il se situe. Alors le lac du Der, deuxième centre d'intérêt, deuxième site touristique de la Champagne-Ardenne après Reims. C'est situé entre Saint-Dizier et Vitry-le-François. Sur la Nationale 4, c'est 2h30 de Paris, c'est 3h de la Belgique, c'est 3h du Luxembourg. Et c'est un site extraordinaire puisque c'est le plus grand lac artificiel d'Europe, avec 77 km de rive, 10 km de large, 5 km de long. C'est 4800 hectares de plans d'eau, ce qui représente à peu près 8000 terrains de football côte à côte. Voilà. On va découvrir avec vous évidemment ce lac du Der et toutes les activités touristiques qu'on peut y pratiquer. Absolument. Donc vous l'aurez compris, un programme varié pour cet après-midi avec des producteurs de renom et des produits de choix. Et on commence de suite avec, je l'ai déjà dit, mais avec Alexandre Pointier parce que c'est quand même le produit le plus méconnu, en tout cas, du grand public. Alors, vous le disiez tout à l'heure, la Saint-Foin est une petite fleur rose qui est cultivée ici, mais pas que. Quelle est sa spécificité aujourd'hui? Alors la spécificité du Saint-Foin aujourd'hui, c'est qu'elle peut permettre de répondre à des problématiques de santé animale en élevage. Ça sur la partie production fourragère, on n'est plus du tout sur la partie miel, parce que c'est une production de grande culture à la base. C'est une production de grande culture, mais de grande, là aussi, production. C'est-à-dire qu'on cultive le Saint-Foin sur beaucoup d'hectares ou pas? Oui, tout à fait, en plein champ, comme de la luzerne, du blé. Voilà, c'est vraiment de la grande culture. Et est-ce que c'est une culture de terroir, finalement? Alors oui, c'est une culture de terroir, parce que si vous interviewez des gens qui ont 75, 80 ans et plus, ils vous diront qu'à leur époque, on cultivait du Saint-Foin dans toutes les fermes et que c'était une plante qui se conformait très bien au climat et au sol de la région. Simplement, elle a disparu au fil du temps parce qu'elle était assez peu productive, elle ne répondait pas à l'antification due aux engrais chimiques. En fait, c'est un peu comme les légumes oubliés. On a réintroduit un certain nombre de légumes, et bien vous avez réintroduit un peu des plantes oubliées. On a retrouvé les vertus de cette plante, on essaie de les retrouver parce qu'elle en a beaucoup, et pour les exploiter au mieux en fait. D'accord. Et justement, quels sont vos clients, vos principaux clients aujourd'hui? Alors aujourd'hui, les clients, c'est les fabricants d'aliments du bétail,
via notamment une firme service qui s'appelle MG2Mix, qui est basée en Indre-et-Loire, pas en Indre-et-Loire, pardon, en Ille-et-Vilaine, qui nous a aidé à nous développer au début. Elle conseille ses fabricants sur les dosages de granulés de sainfoin à mettre dans les mélanges pour les clients finaux, parce qu'on n'introduit pas une nouvelle matière comme ça dans les élevages. Il faut quand même beaucoup de technique et beaucoup de recherche. Et puis après, derrière, on a 4 clients fabricants d'aliments du bétail qui ont été les pionniers, qui nous ont suivis dès le départ, donc qui sont vraiment nos fidèles du premier cercle, qui distribuent chacun sur leur zone nos produits. Alors justement, pour le bétail et pour les animaux, quelles sont les spécificités de ces granulés de sainfoin aujourd'hui? Alors elles sont multiples. La première d'entre elles, et sur laquelle nous avons une thèse en cours, c'est la réduction de la contamination du bétail au niveau des parasites intestinaux, qui aujourd'hui est traité qu'avec des médicaments type vermifuge. D'accord. Et donc on a constaté que le bétail qui absorbait les granulés de sainfoin pouvait réduire en fait sa pression parasitaire grâce à cette ingestion. Ça, c'est validé scientifiquement aujourd'hui? On est en train de le valider, on a une D'accord. thèse là-dessus, donc aujourd'hui on ne peut pas l'affirmer, on a fait forte présomption, il y a des essais qui sont faits, il y a une thèse qui est en cours pour valider justement la chose et de l'asseoir définitivement pour que ça devienne un critère après de vente et de placement de notre produit. Non, mais c'est important ce que vous dites, parce qu'évidemment, là, les consommateurs sont de plus en plus intéressés justement aux animaux qui sont élevés sans antibiotiques. Ça peut être là aussi un alternatif pour certaines maladies. Alors là, c'est pas les antibiotiques, c'est les anti-helminthiques, hein, donc c'est par rapport aux parasites intestinaux. Et donc notre projet Sainfoin rentre dans les projets INRA et Union européenne aux horizons 2020-2025 sur ces problématiques de contrôle, de biocontrôle parasitaire pour tout ce qui est animaux d'élevage en fait. En fait, c'est comme la phytothérapie pour les adultes en fait, c'est un peu Oui, ça. Voilà, c'est ça. D'accord. Et là, vous êtes, comme vous dites, vous faisiez une thèse pour prouver ça, mais en termes industriels, vous en êtes à quel développement en fait? C'est-à-dire que là, on est dans le domaine de l'expérimentation, on est déjà dans le domaine de l'expérimentation directe en fait. Non, on est déjà dans l'expérimentation directe. Alors, nous n'avons pas, nous, Saint-Folia, de structure industrielle propre, puisque nous travaillons avec les coopératives, la coopérative pour l'instant APM, une coopérative de déshydratation de la région, qui nous déshydrate à façon nos produits. Et nous avons une filiale aval qui s'appelle Multifolia, qui elle travaille donc avec les firmes services et les fabricants pour écouler ces productions auprès de leurs clients respectifs et un peu dans toute la France. Alors justement, pour les agriculteurs qui nous regardent, est-ce que c'est une culture qui est facile à mettre en œuvre dans les exploitations? Oui, tout à fait. C'est une culture assez rustique qui demande peu d'intervention. Elle est très peu chronophage. Donc, ce qui peut être important sur nos exploitations où aujourd'hui on a soit des activités très diversifiées ou alors de moins en moins de main-d'œuvre. Donc c'est une culture qui peut être intéressante à ce titre. Techniquement, pour ceux qui sont dans la région, ils ne seront pas dépaysés parce que ça se conduit à peu près comme une luzerne. La seule différence étant que le sainfoin ne répond pas ou très peu aux engrais, donc on peut ne pas mettre d'engrais sur le sainfoin. Donc voilà, c'est tout à fait accessible à tout agriculteur, sous condition qu'il soit dans une zone assez proche de collecte pour pouvoir évidemment déshydrater son produit et pas faire des centaines de kilomètres avec un camion. Et concrètement, on le sème quand? On récolte combien de fois par an? Est-ce que c'est rentable au niveau des récoltes? On le sème en été, le rendement, voilà, après les moissons, derrière un escourgeon ou derrière une autre culture. Donc en ce moment, là c'est terminé, ça va être un petit peu tard, mais ça se fait à cette époque-ci. On a un petit désherbage en automne, parce qu'il faut que la culture soit très propre, elle est assez concurrentielle vis-à-vis des adventices. Et puis ensuite, vous regardez pousser, voilà, tout simplement. Vous regardez pousser, il y a 3 coupes à l'année. D'accord, 3 récoltes par an. 3 récoltes, donc on coupe et puis ça repousse, et on recoupe et ça repousse, etc. Et 2 années de suite. Oui, d'accord, donc tous les 2 ans. On la laisse 2 ans, après elle est détruite, on refait un blé derrière, et puis on en implante sur d'autres parcelles. Et est-ce que justement ça a aussi d'autres, j'allais dire, caractéristiques qui permettent la rotation de culture ou le fait de pouvoir rendre là aussi au sol quelques services que ce soit? Agronomiquement, c'est une plante qui va aller extraire des minéraux que d'autres plantes classiques n'iraient pas forcément extraire de par son système racinaire. Puis comme toute légumineuse, elle va restituer aux cultures suivantes 80, 100 unités, 100 kg d'azote sur les 3-4 années suivantes qui vont être profitables pour les blés, les colzas qui suivront derrière. Donc c'est aussi une économie d'engrais à plus longue échelle sur la rotation. Oui, donc on est tous en train de parler ici d'agro-ressources, de bioéconomie et effectivement de faire en sorte que cette région devienne un peu leader de la bioéconomie. Ça peut être là aussi un des vecteurs importants de ce développement pour vous.
Oui, complètement, parce que on amène des innovations. Alors, bon, sur la culture proprement dite, parce qu'elle était oubliée, donc c'est une innovation de la recultiver. Après, techniquement, elle se différencie pas beaucoup de la luzerne. Où il y a de l'innovation, c'est surtout sur le granulé, qui est vraiment un produit dont on peut tirer beaucoup d'avantages. Et on travaille même sur d'autres usages qui ne seront pas d'ordre d'alimentation animale et qui pourront être éventuellement très très bénéfiques pour notre région Grand Est. Pour l'instant, on n'en est vraiment qu'au tout début des expérimentations avec l'INRA, et je ne peux pas en dire plus pour l'instant, mais il y a vraiment une foultitude d'applications avec cette plante. Et il y a un moyen, en tout cas, pour les gourmands que nous sommes de goûter le sainfoin, c'est le miel que vous nous avez amené. Alors parlez-nous-en, décidément. Donc justement, après avoir constaté dans la bibliographie notamment les aptitudes mellifères du sainfoin, on s'est dit pourquoi ne pas exploiter cette vertu et créer nous-mêmes au sein de notre coopérative naissante une ferme apicole, ce qui ne s'était jamais fait. On a un peu galéré pour trouver les statuts, la forme juridique. Bon, on a réussi quand même à trouver quelque chose. Et donc aujourd'hui, on a 400 ruches, un apiculteur salarié qui travaille avec nous pour créer ce miel de sainfoin que nous allons essayer de commercialiser dans les épiceries fines et éventuellement les restaurateurs peut-être de la région. Enfin, voilà, et quel goût spécifique alors qu'il a ce miel de sainfoin? Alors le goût spécifique qu'il a, c'est qu'il n'a pas de goût. Justement. Non, c'est vrai? Oui, voilà, il n'a pas de goût spécifique, ce qui permet, alors, notamment en restauration fine, de le marier subtilement avec des mets justement de qualité sans en altérer le goût originel. D'accord. Ce qui peut être un problème avec d'autres miels plus forts. Alors justement, on va goûter, non? Si Est-ce qu'on peut goûter? vous voulez, Parce que là, si vous voulez. De toute façon, on va tout goûter. Hein. On a de l'andouillette qui nous attend, on a de la truffe, donc évidemment, et le miel de Saint-Foin. Finalement, il n'y a que vous, Pierre Lethier, qui vous nous avez pas amené un petit peu d'eau du lac du Der? amène du rêve. Du rêve. Vous nous amenez du rêve. Je ne sais pas qui veut goûter. Ah bah écoutez, moi je vais goûter, puis on va faire goûter à tous nos invités, parce que J'ai une deuxième cuillère. si c'est un miel qui n'a pas de goût, en tout cas, vous pouvez regarder. Une autre particularité, c'est qu'il reste liquide très longtemps, un peu comme le miel d'acacia. C'est exactement ça. Ce que j'allais vous dire, c'est qu'il est extrêmement liquide. Et du coup, est-ce qu'il est moins sucré ou pas plus? Ça, vous n'avez pas regardé sur ces... C'est difficile à dire, ça. D'accord. Moi, j'aurais tendance à le trouver un peu moins écœurant, c'est pas le mot, mais un peu moins lourd, oui, un peu moins agressif, en tout cas en termes de goût. Il n'est pas moins sucré, mais effectivement, il est plus léger. Voilà, est-ce que vous voulez goûter, Benoît Jacquinet? Hop, on va vous passer peut-être une cuillère pour nous dire là aussi ce que Et je disais ce que vous en à votre pensez. collaboratrice qui se mariait très bien, notamment avec le fromage de Chaours. On essaie toujours de travailler avec les AOC de la région. Une tranche de Chaours, une cuillère de miel de Saint-Foin par-dessus, et voilà, c'est l'extase. Là aussi, autre produit. Alors, Benoît Jacquinet, votre avis? Moi, il me fait penser, je pense que c'est un cousin du miel de luzerne. Oui. Et justement, c'est ce qu'on utilise, nous, pour faire l'association truffe et miel. C'est un miel qui a ces caractéristiques-là, qui ne se solidifie pas, qui n'a pas un côté goûteux trop important, prenant. trop prégnant. Et l'association se goût de vos produits. fait très bien. Donc ça, c'est vrai que c'est un miel qu'on pourrait nous aussi utiliser dans nos associations. Ce serait parfait. Patrick Maury avec l'andouillette? Ça se passerait très bien. Ça se passerait très très bien. Oui, parce qu'il y a une similitude qui peut être faite avec le Chaours, comme Qui est le fromage du coin, là le aussi. disait. Tout à fait, Ouais, c'est ça. qui est le champagne de chez nous. Hein. Et c'est pour cela que moi, quand je fais l'andouillette, je leur demande, même je dis aux gens, mettez-la au four une fois grillée, mettez une rondelle de Chaours dessus, vous envoyez du peps. Hein. Voilà, et bien évidemment, et du light, hein, bien sûr. Pour la Non, ligne, mais tout va bien. L'avantage, c'est qu'il est fondu dans le four, donc toute la matière grasse, elle reste au fond. Voilà, Vous c'est la avez pas rentrée, ce problème. mesdames. Hein, donc, si vous voulez là aussi avoir les conseils light Il y a le côté bonheur. de notre champion du monde, parce que je rappelle que vous êtes champion du monde de la meilleure andouillette, évidemment, de Troyes. Je crois que vous avez plus de 100 trophées en tout, c'est ça? Tout à fait, oui, plus de 100 trophées, qui n'est pas que pour l'andouillette, hein, qui est aussi pour le boudin blanc, le boudin noir, le foie gras, le saumon fumé, et puis plein tous les produits charcutiers. Ouais, vous fournissez les plus grandes tables là aussi Tout à fait, parisiennes. Hein. J'ai mon petit ami Alain Ducasse, entre autres. Hein. J'ai aussi, j'ai eu le duché de Monaco qui m'en a pris par son intermédiaire, et puis bien d'autres en plus. Hein. Et est-ce que c'est une histoire familiale comme dans beaucoup de maisons artisanales ou pas? Alors moi, j'ai repris l'entreprise après mes parents, parce que mon père nous a quittés de la maladie. Hein. Ouais. Et après, je me suis réinvesti, je suis revenu, j'ai tout repris. Et maintenant, j'ai pérennisé dans le sens qu'il faut pour montrer qu'on a des super produits et qu'on sait encore les faire. Alors justement, comment on reconnaît la véritable andouillette de Troyes? Alors, la véritable andouillette de Troyes, déjà, il y a des spécificités. 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers d'estomac, 2 tiers d'intestin, 1 tiers d'estomac.
Ah oui. Voilà, donc ce qui veut dire la porc porc, ou le chaudin. Oui, que du porc. On n'a que du porc, on est Et d'accord. l'enrobage, pareillement, de porc aussi. Si D'accord. vous voulez, c'est l'intestin que je gratte et que je remets dans le tour avec l'assemblage que je mets dedans. Sachant que bon, il y a la préparation avec de l'oignon, des assaisonnements, hein, sel, poivre, épices muscade, ma petite préparation, ma touche personnelle et du champagne lors de la finition. Ah mais ça c'est bien. Ça fait Ça, c'est du travailler tous champagne, les là, produits pour de la le région. coup, hein. Ah oui, oui, alors, Oui, c'est- on est en circuit court, en circuit de proximité, Complètement. et on valorise là aussi tous les savoir-faire. Au bord du lac Et on- aussi. Ah, Oui, complètement. ben voilà, très très bien. Combien de jours pour préparer justement une Alors, andouillette? Une bonne andouillette, votre andouillette qui est Pour championne du monde. préparer une andouillette, il faut facilement 2 jours. D'accord. Déjà. Il y a les préparations de départ, donc il faut qu'elle soit très propre, la gratter, l'ouvrir, la gratter, l'échauder. Donc c'est un moment de monter dans une eau très bouillante et puis de la retirer avant qu'elle soit trop raidie pour ensuite la gratter. Après, je la délipide à 85%, qui fait que... Des lipides, vous enlevez le gras. Ah, complètement. D'accord, Tout le gras mauvais, d'accord. il s'en va. Donc ensuite, la préparation, le dressage, l'assaisonnement et 6 heures de cuisson. 6 heures de cuisson dans un four. Non, dans un bouillon. Si Dans vous un voulez, bouillon, Dans d'accord. le jus de cuisson, c'est de l'eau qu'on met à ébullition, on les plonge dedans et 6 heures après, on les retire. Et justement, toujours, on dit toujours, hein, pour faire un excellent produit, il faut avoir des bons produits au Il faut départ, avoir déjà des porcs d'élevage. Hein. des bonnes matières Élevés au premières. maïs et puis tout ça. Hein. Là, c'est vraiment du lourd. Mais c'est des porcs qui sont élevés ici, dans la région? ou c'est J'en des ai porcs- de l'Aube, j'en ai de Lyon et j'en ai de la Bretagne. D'accord. Parce que si vous voulez, dans notre département, on n'aurait pas assez de matières premières pour pouvoir tout fabriquer. Parce que j'en fais à peu près, en période calme, 8 à 900 et en période très très costaud, 1000, 1500 par semaine. Et la qualité de cette matière première, elle se retrouve même dans, j'allais dire, dans la qualité du boyau. Vous avez réellement senti Ah oui, ça, ces complètement. différences-là? Bah, en mélangeant tous ces abattages et cet élevage de cochons, c'est-à-dire comment ils sont nourris, ça m'apporte un produit qui est différent de certains qui prennent que de l'intestin, on ne va pas dire comme certains industriels ou autres, Ouais. qui prennent de l'étranger. Que moi, je me sers uniquement terroir et en même temps de l'élevage pas intensif non plus. Hein, c'est pas le cochon qui est élevé en batterie, c'est celui qui est en plein air et au maïs. Vraiment le produit top. Alors justement, on parle de l'andouillette, on va la goûter hein, tout à l'heure, bien sûr qu'on va la goûter cette andouillette, mais par contre, elle a, on va dire, une image dans le grand public qui est un peu diverse, on nous dit toujours qu'elle est un petit peu indigeste, là aussi, et les amateurs d'andouillettes sont nombreux en France, mais quand même, le premier abord est toujours un peu délicat. Ouais, Voilà. C'est un petit peu réticent, mais bon, moi j'ai un petit problème, c'est que quand ils ont mangé celle-là, ils mangent plus l'autre. C'est pas de ma faute, que voulez-vous? On s'en refait pas. Non, vous m'auriez dit le contraire en même temps, non, voilà, ça m'aurait étonné. Voilà, bon, il est vrai que j'ai réussi à faire manger ce produit à des personnes qui n'en aimaient pas du tout. Hein. Qu'ils étaient Parce qu'on vraiment, parle toujours de l'odeur et de l'aspect indigeste voilà, de l'andouillette, faut même être dans clair. le moment de la griller, bon, tout à l'heure je l'ai coupé, vous n'avez pas eu une odeur désagréable. Non, c'est vrai que sur ce Même- plateau, il n'y a pas d'odeur. Hein, agréable, sachant c'est sûr. que quand certaines, vous ouvrez même un paquet ou autre, vous avez compris quoi. Et moi, je me souviens quand j'avais, dans mon jeune âge, parce qu'on commence à en avoir un petit peu, Ça se voit pas. j'avais un voisin en dessous qu'en faisait, je le savais. Quand moi, c'était le voisin du dessus, il venait. C'est le côté rigolo, quoi. Et justement, alors comment on devient champion du monde Alors- d'andouillette de Troyes? Parce que mine de rien, celle que vous nous Alors, présentez, c'est celle-là, elle est championne du monde. hein. J'ai été champion de France. Après, j'ai dit, bon, on va essayer de me monter le grade au-dessus. Je suis allé en Belgique qui faisait le concours de champion d'Europe. Il y a Je des l'ai andouillettes dans réussi. toute l'Europe, ça à la limite, c'est vrai qu'on le voit. Tout à fait. Il y a des amateurs de charcuterie un peu Tout à partout. fait. L'Allemagne, L'Allemagne beaucoup, qui s'y ouais. sont mis un peu maintenant, hein, qui n'y étaient pas. La Belgique, l'Angleterre. Bon, il y a un résident français qui a dû être en Angleterre et qui en a fait, puis qui est habitant d'Angleterre, donc il a le droit de venir. Ouais. On a des Italiens et maintenant on a un Japonais. Ah, donc, d'accord. Et c'est pour cela qu'on ça peut qu'il y a un faire le championnat concours du monde. mondial. D'accord. Il y a des andouillettes au Japon. Tout à fait. Eh Et bien, écoutez, j'aurais appris ça vous aujourd'hui. voyez, c'est Ah ouais. c'est comme cela que j'ai pu avoir le titre champion du monde. Allez, on va les goûter. On va goûter hein, cette andouillette championne du monde de Troyes. Et vous allez nous décrire les autres produits que vous nous avez amenés. Parce que là aussi, on en voit d'autres. Mais c'est vrai que déjà en termes de texture, ça n'a rien à voir parce qu'elle est déjà épaisse. J'avais pas un couteau adéquat pour couper bien. Mais sinon, le voyou reste bien intact autour. Hein. Non, clairement, on va passer ça à nos amis. Décrivez-nous les deux autres produits que vous nous avez amenés. Là, j'ai amené du fromage de tête aussi, hein, quelque chose qui est sympathique, hein, qui reste aussi à la valeur du cochon. Il faut quand même penser que le fromage de tête, c'est la base du produit du cochon. Ouais, du cochon, hein. ouais. Le saucisson à l'ail aussi,
qui est toujours fait dans un boyau naturel en menu de bœuf. Et tout ça est des produits qui sont délipidés toujours au maximum pour éviter ce côté trop salé et puis trop gras dans le sens. Et j'ai ramené une andouille maison que je fais aussi, qu'elle a été à Cambrai championne de France l'année passée. Bah, très bien, on va goûter tout ça, mais juste une question. Vous la cuisinez comment? Vous l'accompagnez comment? Alors cette andouillette, il faut prendre tout simplement. Alors moi, ce que je dis les 3 quarts du temps, les gens me posent, je la montre bien. Hein. Ils appellent ça la biscornue parce qu'elle n'est pas coupée au bout, elle n'est pas. Ouais. Elle est uniforme. biscornue. Elle est uniforme. Donc cette andouillette, vous prenez une andouillette, du beurre, de l'échalote, vous faites blondir votre échalote. Ensuite, vous mettez du vin blanc, vous faites la réduction, une petite cuillère de moutarde pour faire la liaison, de la crème pour adoucir un petit peu cette sauce, et ensuite une petite pointe de ratafia de champagne pour emmener le produit et vous dresser. Mais l'andouillette, bien sûr, bien grillée au départ. Hein. Alors, il la griller en la surveillant. Il faut presque chemiser la poêle de beurre, ou si vous faites à la plancha, hein, c'est pareil. Ah oui, c'est la seule cuisine que je sais faire, Voilà. c'est la plancha. À la plancha, vous êtes obligé d'être à côté pour pas qu'elle colle. Hein. Sinon, elle va coller comme elle est délipidée. Vous le voyez, elle n'a pas le côté graisseux, elle n'a rien. Sinon, elle va coller. Et en met d'important, surtout pas d'huile, hein, que du beurre. Parce que si vous montez trop en température de l'huile, ça ne soit pas, du beurre, il noircit. Donc si vous avez été trop haut, c'est noir et trop tard. Bon, ce sera comestible, mais vous avez été trop loin. Et vous restez 5, 6, 7, 8 minutes, 5 de chaque côté. Et après, si vous voulez plus chaud, moins chaud, vous faites plaisir. Et avec cela, bon, le petit chaours que vous redressez dessus au four. Et on boit quoi avec, juste entre nous? Un petit vin blanc. Ah, un petit vin blanc sympa. quand même. Bon, on a un bon petit chablis qui s'apporte bien. Hein. Puis il y a d'autres vins blancs, on en a assez dans le coin. Et puis le champagne aussi, hein, vous pouvez très bien. Consommer bien sûr avec, Voilà. avec modération. Sachez que la sauce, vous pouvez mettre champagne ou la faire uniquement avec des grains de moutarde. La moutarde en grains. D'accord. Mais il ne faut pas monter à ébullition, mais vous servez en direct. D'accord. Est-ce que vous voyez que Oné aimerait l'andouillette, Benoît Jacquinet? Sans aucun doute, c'est vrai? On va tenter l'expérience ou pas? Normalement, elle n'a pas le droit. Ah, elle n'a pas le droit. Alors si elle n'a pas le droit, on va respecter la voix de son maître, Benoît Jacquinet. Je rappelle que vous êtes producteur de truffes, on va vous retrouver tout à l'heure. Ça y est, on est sur ce plateau et elle sent en tout cas l'andouillette, parce que Patrick Maury, c'est vrai que la vôtre ne sent pas, mais il y a quand même un certain nombre d'andouillettes hein, qui peuvent là aussi faire peur. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que j'arrive à en faire une quantité aussi importante dans ma petite entreprise. Hein. Sachant que je suis qu'une petite entreprise. Hein. Ouais, vous êtes combien? On est 5 en tout. Vous êtes 5 en tout. Avec moi et mon épouse. Et puis bon, le côté professionnalisme qui fait quoi. En tout cas, Pierre Lethier a goûté l'andouillette et je crois que... Excellente. Voilà. Excellente. Votre avis est je suis un très amateur clair. en plus. C'est vrai? Très bien. Ça tombe très bien. Je suis un amateur d'andouillette, oui, tout à fait. Vous n'êtes pas loin d'Épinal, hein, le lac du Der. Non, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce Vous êtes à côté de Troyes. Je suis à côté de Troyes, n'importe quoi. Je suis en train de faire la liaison en fait. Ça va pas du tout, là. Et je viens de rater ma liaison avec le reportage qui va suivre après, parce qu'on part dans les Vosges pour tout vous dire, Voilà. pour une autre spécialité qui est le bonbon des Vosges. Et je vous propose de retrouver cette gourmandise sucrée, le fameux bonbon des Vosges, dans le reportage qui suit. C'est au milieu d'une montagne de sucreries qu'a lieu notre prochain rendez-vous. Et si certains de nos guides brûlent les calories, Claude, lui, compte bien se faire plaisir. Hello, bonjour Jean-Marie. Mais c'est Claude, salut Oui. Claude, comment vas-tu? Très bien, et toi? Ah ben ça va très bien, quand on te voit arriver, ça va encore mieux. Voilà. Faire des bonbons, c'est une tradition bien vosgienne. Un savoir-faire ancestral remis au goût du jour il y a 30 ans par Jean-Marie, fondateur de la confiserie des Hautes-Vosges. Comment ça a commencé chez toi, dis donc? Quand on a ouvert le magasin, les gens qui venaient nous rendre visite nous disaient mais vous faites pas ça ici? Bah, bien sûr que si qu'on les fait ici. Non, Oui. c'est pas vrai, c'est pas vrai. On demande à voir. Alors on les a fait descendre. Voilà, c'est là que ça a commencé les visites. Alors. Et quand on s'est aperçu, quand ils avaient bien regardé et bien vu la fabrication, qu'ils achetaient beaucoup, on a dit, eh ben dis donc, ça c'est pas mal. Des gourmands qui viennent aujourd'hui nombreux. 200 000 chaque année. La petite confiserie familiale est devenue le site le plus fréquenté des Vosges. Vous faites combien de tonnes de bonbons par an? 2 tonnes? 2 tonnes. Non, 300 tonnes de bonbons par an. 2 300 tonnes, tonnes. DE plus loin, tonnes. Voilà, 300 tonnes dans l'année. Il y a de quoi se régaler quand même. Oui. Bon, ben Claude, justement, c'est mon neveu qui est en fabrication en ce moment. Eh ben, on va aller le voir. Avec Je t'emmène. plaisir. Allez, Avec viens, plaisir. viens, je t'emmène. Allez. Alors,
c'est ici qu'on fabrique les bonbons, donc les fameux bonbons des Vosges. La recette de base du bonbon est simple. De l'eau, 3 litres, du bon sucre d'Alsace, 14 kg, et du sirop de glucose, 8 kg. Le tout porté à ébullition. Et pour finir, une bonne dose de folie du confiseur. Alors regarde Claude pour savoir si c'est cuit ce que je vais faire. Ah non. Alors on met les doigts dedans. Un vrai fakir vosgien ce Pascal. Alors là c'est cuit, je vais verser à 147 degrés la pâte à bonbons. Ah Claude, regarde, la belle couleur. Ouais, On dirait de l'or au soleil. c'est de l'or liquide. Ouais, non, je parlais du soleil dans les Vosges. La table chauffante maintient la température de la pâte et l'empêche de durcir trop vite. Cela permet à Pascal d'incorporer l'ingrédient indispensable à la friandise vosgienne. On utilise de l'huile essentielle de sapin qui nous vient de Gérardmer. Alors là, ça va sentir bon. Ça sent les Vosges. Il faut que j'aille assez vite, sinon ça s'évapore. Ici, tout provient des producteurs avoisinants. L'entreprise familiale est très attachée aux parfums locaux, tant qu'ils restent dans les bonbons. Pour nous, ici à Plainfond, on dit faut mieux sentir le sapin le plus tard possible. Après avoir rajouté du menthol pour dégager les bronches, Pascal va malaxer sa pâte, toujours aussi insensible à la chaleur. C'est encore entre 110 et 120 degrés. Voilà, donc tu vois Claude, il faut la travailler pendant un quart d'heure. Et une fois 80 degrés, on peut aller dans la machine là-bas, former les bonbons. Alors là, regarde, je vais prendre la pâte, hop, comme les bûcherons. Il faut maintenant découper la pâte avec de gros ciseaux avant de former les bonbons. Un exercice auquel s'essaye Claude avec plus ou moins de succès. C'est bien, il aura son CAP. Pour le perfectionnement de Claude, on verra plus tard, car le temps est compté. Alors il faut se dépêcher, ça durcit quand même. Alors là, c'est parti. Donc la pâte passe dans la machine. Et là, 20 000 bonbons vont sortir avec la grosse pâte de 40 kg. Il faut savoir que j'ai un quart d'heure pour tout passer. C'est le grand saut dans la turbine pour une dernière étape. Alors Claude, là, on va finir les bonbons. On va les blanchir. Un sirop, de l'eau et du sucre, indispensable pour que les bonbons ne collent pas entre eux. Regarde, à force de tourner, ça blanchit. Un petit bonbon des Vosges. Ah oui, hein. J'en prends un aussi, c'est bon pour la voix. Hop. On parle beaucoup ici, alors. Mais pas question d'oublier la politesse. On ne peut pas parler en même temps qu'on suce. C'est le problème. Pendant que nos deux compères savourent avec gourmandise ces sucreries, ça s'affaire dans l'atelier de la confiserie pour tailler, calibrer et emballer les 800 kilos de bonbons préparés dans la journée. Et en sortant de là, on ne repart généralement pas les mains vides. Eh bien, on aurait des gourmands aussi sur ce plateau, n'est-ce pas Alexandre Pointier? On a goûté votre miel de Saint-Foin, mais finalement un bonbon des Vosges à partir du miel de Saint-Foin, c'est envisageable. Ah bah, pourquoi pas, tout est envisageable, on est ouvert à tout. Est-ce que Benoît Jacquinet, on peut envisager de sucer du bonbon aux truffes aussi? On peut faire Tout est possible. tout. Avec le côté sucre, le côté gourmand, une fois qu'on est gourmand, c'est ça qui nous pousse à aller de l'avant. Donc pourquoi pas l'envisager, lui. En tout cas, si vous êtes amateur de bonbons des Vosges, sachez que demain, on va recevoir ici sur ce plateau une famille de confiseurs des Vosges, la famille Wexler, avec des bonbons des Vosges bio. Donc là aussi, n'hésitez pas à être parmi nous demain après-midi. Je reviens vers vous, Benoît Jacquinet, parce que évidemment, la truffe ne sent pas sur ce plateau, mais par contre, la andouillette par contre ne sent pas sur ce plateau, mais la truffe si. Ça c'est clair, et elle embaume justement ce plateau. Alors vous justement, est-ce que c'est une affaire de famille? Ben, moi je suis la 7e génération d'agriculteurs à Matougues, pas près d'Épinal mais près de Oui, à la Marne. Champagne. Oui, je vous remercie de me rappeler que ma géographie du Grand Est est à revoir. Donc la base c'est quand même le terroir, parce qu'il faut déjà avoir un sol favorable à la production ou à la plantation d'arbres truffiers, ensuite avoir un climat, et puis l'arbre qu'il faut, c'est-à-dire un arbre mycorhizé. Donc il y a 3 facteurs pour avoir de la truffe. On les a à Matougues, et aussi on a cette passion autour de ce champignon. Mais ça c'est moi qui l'ai apporté, la 7e génération à Matougues. Parce que c'est vrai que la truffe de Champagne, c'est vraiment quelque chose que moi j'ai découvert aujourd'hui. On parle évidemment de la truffe de la Drôme, de la truffe du Sud-Ouest, notamment en Dordogne. Oui. Et c'est vrai qu'on parle peu pour l'instant de la truffe de Champagne. Qu'est-ce qu'elle a? Quelle spécificité elle a aujourd'hui? Elle est méconnue, peu connue, pas reconnue en plus Ouais. par certains chefs.
la voir extérieurement, si vous voulez, elle est comme la truffe Comme noire. la truffe noire, exactement. Sauf qu'elle va se récolter d'octobre à décembre. D'accord. Et après, lorsqu'on fait un canifage, Oui. c'est-à-dire qu'on coupe un petit morceau de la truffe pour voir si elle est bien mûre, nous, elle doit être marron, chocolat, veiné de blanc. Donc ça, c'est le gage de qualité, gage de la de truffe maturité. Et on la trouve vraiment dans le quart nord-est de la France. On la trouve aussi bien en Bourgogne, Oui. en Alsace, en Lorraine, en Champagne. Donc après, au niveau des arômes, elle est quand même différente de la truffe noire du Périgord. Là, la truffe noire, on parle de Tuber melanosporum. Nous, on parle de truffe d'automne, Tuber ancinatum. Donc elle a des arômes beaucoup plus délicats, beaucoup plus fins, qui tirent sur le côté végétal. Donc, alors que la truffe noire, c'est plus animal. Donc on va la cuisiner autrement, on va l'associer différemment au niveau de la cuisine aussi. Alors on va voir justement après comment on la cuisine, mais tout d'abord comment on la plante et comment on la récolte. Parce que c'est ça qui est important, il faut dire, vous avez commencé à le dire, il faut un sol, il faut un arbre truffier. Je sais pas, il y a des variétés d'arbres truffiers et il y a des implantations, ne serait-ce que l'implantation de l'arbre est spécifique, c'est ça Depuis 1975, c'est possible de faire de la trufficulture. C'est-à-dire qu'en pépinière, on a réussi à coller les spores de truffe sur le système racinaire d'un noisetier, d'un charme, d'un hêtre, d'un pin noir. Donc à partir de là, on connaît son sol, on sait qu'il est favorable, un sol avec un pH plutôt basique, surtout pas acide, un sol filtrant, équilibré. Et là, on va incorporer sous forme de forêt une association d'arbres mycorhizés. Comme je disais, le noisetier va aller à côté d'un charme, d'un hêtre, d'un pin noir, d'un tilleul. Et là, il faut être patient. On va attendre 8 ans pour que le système forestier se développe. Et ensuite, le cycle du champignon, parce que la truffe, c'est la fructification d'un champignon. C'est un tuber et c'est l'accomplissement d'une certaine sexualité, mâle-femelle, et la truffe arrive. Et il faut attendre 8 à 10 ans pour que l'environnement soit favorable et pour que la truffe apparaisse. Il y a un facteur très très important, c'est la météo. Météo favorable, c'est-à-dire une météo humide tout au long du cycle, c'est-à-dire du mois d'avril-mai à septembre-octobre. Oui, donc là, ça va être compliqué parce qu'il a fait chaud sur les 15 derniers jours. Il a fait chaud on a parlé de canicule pendant 5 jours. Ouais. Nous, on parle d'effets néfastes lorsque on n'a pas d'eau pendant 3 semaines. D'accord. Au bout de 3 semaines, sans eau, là, on commence à avoir une casse au niveau du produit. Elle se dessèche, elle sèche, elle disparaît si c'est en début de fructification. Donc l'eau est très très importante pour tout champignon et encore plus pour la truffe. Juste pour qu'on s'imagine, en tout cas, vous avez dû planter combien d'arbres justement pour aboutir à ça aujourd'hui? Notre densité à l'hectare, c'est 830 arbres. Oui, donc donc là, à Matoug, j'ai osé planter 5 hectares, donc 4200 arbres qui produisent normalement, bon an, mal an, sur une année normale, 8, 10, 15 kilos hectares. L'année dernière, on a eu un très très bel été, du mois de mai à août, et là on n'a pu récolter que 3 kilos. Donc c'était vraiment une année néfaste. L'année d'avant, on avait pu récolter 60 kilos. Là, cette année, la truffe d'été est déjà au rendez-vous. C'est un cycle un petit peu qui anticipe la truffe d'automne. Donc j'espère, déjà qu'il va pleuvoir bientôt, et j'espère pouvoir récolter de la truffe en quantité et surtout en qualité. Oui, mais ça veut dire que pour l'équilibre financier de votre exploitation, c'est automatiquement une activité de diversification. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. On peut pas. Il n'y a pas d'équilibre. Parce que si on compte les 8 années où on n'a rien récolté, le foncier, les années sans, savoir que lorsqu'on récolte 1 kilo terreux, sorti de la truffière, on va pouvoir transformer 4 à 600 grammes seulement. Parce qu'on veut nous proposer un produit que de qualité. Donc il y a beaucoup de déchets. Bon, après, qui sont réutilisés, qui sont réensemencés, il n'y a pas de déchets ultimes, c'est tout recyclé. Mais c'est vrai qu'économiquement, j'ai toujours humour à dire aux champenois viticulteurs, là où il y a de la vigne, il peut y avoir de la truffe. Je vous invite à arracher vos vignes et planter des personne n'est encore venu. Non, c'est ça. Ça ne marche pas. Par contre, il y a quand même un gros charme à la truffe. C'est vraiment la récolte. On a au nez sur ce plateau qui est sage, vraiment, et qui obéit au doigt à l'œil. Regardez, il est bien sur ce plateau. Elle est fatiguée, elle a travaillé ce matin. Ah oui, elle a travaillé. Alors justement, comment on récolte justement avec les chiens truffiers? Racontez-nous tout. Moi, j'utilise un chien truffier. Bon,
Très rapidement, on peut trouver la truffe avec un cochon, on peut trouver la truffe à la mouche. Ça, c'est plutôt dans le sud de la France. Et, le cochon, c'est plutôt le côté folklorique, donc qui est plus tellement utilisé en France. Il y a 4-5 personnes en France qui utilisent le cochon. La véritable moissonneuse-batteuse de la truffe, c'est le chien. C'est au nez. Voilà. Le chien truffier. Vous en avez qu'un? Ouais. Vous en avez qu'un, ouais. Pas spécialement à Labrador. Le berger allemand travaille aussi bien. Le caniche, teckel, des chiens qui ils sont élevés pour ça? Dociles. Voilà. Ouais. Et on va dire formés. On va les former, ouais. On va les dresser. C'est le maître qui va dresser son chien. Il faut savoir qu'on met 3 à 6 mois pour commencer à intéresser le chien à la truffe. On a une petite recette qui fonctionne et c'est la même recette que les chiens qui cherchent la drogue, les stupes. Et au bout de 3 ans, 3 campagnes, on dit que le chien est confirmé chien truffier. Dès qu'on lui dit truffe, le chien, il va dans la truffière ou en milieu naturel et il sait ce qu'il a à faire. Parce que son odorat lui permet justement de la sentir. Elle est à combien en profondeur à peu près en général, en moyenne, c'est 3-5 cm. La plus profonde que j'ai trouvée, c'était avec mon premier chien, NJ, c'était 26 cm. D'accord. Donc là, ça commence à... Le chien il creuse, on doute. Et puis, hop, mais c'est vrai que des fois, la truffe fait 1 à 2 grammes. Le chien, on a du mal à la voir, mais il la distingue, lui, au niveau de son odorat, sur des centaines de mètres carrés. Donc c'est vrai qu'ils ont une capacité de travail et aussi ils veulent faire, il y a une complicité à avoir avec le chien parce que le chien va vouloir trouver la truffe pour faire plaisir à son maître. Et bon, il a toujours une récompense, son travail mérite salaire. Et donc là, pour René c'est une croquette, pour d'autres chiens c'est un morceau de saucisson, un morceau de fromage pour les chiens qui ne sont pas trop gourmands. Mais c'est vrai que le Labrador, il est tellement gourmand que la croquette du matin lui suffit. Combien de temps de complicité avec Oné vous avez déjà? 4 ans et demi. 4 ans et demi, d'accord. Ouais. Et moi, je suis amoureux du Labrador chocolat parce que je trouve qu'ils ont un regard. Et on travaille énormément sur le regard, sur les gestes et on communique sur ça. Et le Labrador chocolat qui a les yeux noisettes, un peu marron, ben, je sais pas, il a un côté humanisant. Oui. C'est exactement ce que me susurre ma rédactrice en chef à l'oreille, Alexandra Thierry, qui est tombée amoureuse de votre Labrador. On va revenir à la truffe et on va laisser Alexandra tranquille, mais il n'empêche que comment on la cuisine cette truffe de Champagne? Alors, elle ne supporte pas la chauffe, donc au-delà de 60 à 80 degrés, ses arômes vont disparaître, ça va s'estomper. Donc nous, on la conseille toujours en association avec un corps gras, en macération, pendant 2 jours. C'est-à-dire qu'on prend par exemple une crème, on prend l'œuf, on prend le fromage, on prend le beurre. L'omelette aux truffes, énorme. Alors l'omelette aux truffes, on ne va pas simplement faire un râpé sur l'omelette. On va d'abord mettre par exemple dans un bocal comme ça, les œufs et la truffe pendant 2 jours. Parce que l'œuf est poreux et donc va absorber l'arôme de la truffe. Il faut toujours un capteur. Ça c'est le secret de notre cuisine avec notre truffe. Ne pas la chauffer au-delà de 60 à 80 degrés parce qu'on n'aura rien. Donc par exemple aussi une purée, la purée truffée, pour la faire, on fait un beurre de truffe. On va mélanger 1 tiers de truffe pour 2 tiers de beurre de micelle. D'accord. Et on va faire un petit boudin. Et ce beurre truffé, on va le faire fondre, ramollir, le faire dans la purée qu'on aura fait au préalable. Comme quand on était gamin, on faisait un trop milieu et on fait fondre le beurre truffé au milieu. Ça c'est bien. Oh là là. Et là, on a vraiment une purée royale divine. Alors, justement, à partir du moment où on l'achète, vous allez me dire où on la trouve, la truffe de Champagne, mais elle se conserve combien de temps et comment Malheureusement, celle qu'on a récoltée ce matin, 8 à 10 jours, maxi. Pas plus. Au frigo. Parce qu'elle durcit après, c'est ça? Elle va sécher, elle va perdre ses arômes. Enfin, c'est un produit hyper frais qu'on va utiliser vraiment dans ce cadre-là. Et c'est dommage justement même d'attendre 8 à 10 jours. Il faut la consommer au bout de 2-3 jours parce que là, elle va vraiment révéler tous ces arômes qu'on attend autour de la truffe. Et après, nous, on arrive à faire certains produits dérivés. Là, je fais une macération de ratafia avec de la truffe. D'accord. Ça, c'est une macération longue durée pendant 8 mois. Et après, on gélifie avec de l'agar-agar. Et ça, on peut l'utiliser avec tout le produit de charcuterie. Exactement. Et aussi, le fromage, peut-être, non? Le fromage, j'allais le dire. Fromage, et le foie gras. Parce que c'est quelque chose de très sucré. Et il va falloir vraiment l'associer avec quelque chose de salé.
Donc après, il y a aussi tous les produits dérivés tels que le sel à la truffe, ça c'est incontournable. Oh là là. J'en ai parlé, le miel, nous on utilise du miel de luzerne parce que j'avais pas connaissance. Justement, à côté, vous avez du le miel de Saint-Foin, donc ça va faire son qui est chemin. aussi liquide. Et puis toutes les verrines, les terrines de pâté de porc, pâté de sanglier, à la truffe de la Marne, truffe d'automne, et aussi on travaille la truffe de Meuse qui a une autre espèce et qui a un intérêt en charcuterie. Ah, je vous ai dit, il n'y a que des gourmands sur ce plateau et des défenseurs de ces produits. Alors, figurez-vous, on va aller à côté d'Épinal. Si, on va aller à côté d'Épinal pour notre escapade touristique. Avant d'aller justement au lac du Der avec vous, Pierre Lethier, on va aller à côté d'Épinal, dans un jardin que vous connaissez peut-être, qui est le jardin de Berchigrange. Là aussi, c'est deux passionnés, hein, Monique et Thierry, qui ont implanté un jardin dans une ancienne carrière dans les Vosges, à 700 mètres d'altitude, où ils ont implanté plus de 4000 espèces différentes. Je vous propose de les découvrir maintenant. Entre Épinal et Gérardmer, perché à 700 mètres d'altitude, se cache un véritable Éden. Magique et poétique, le jardin de Berchigrange est l'œuvre réussie de Thierry et Monique, deux amoureux des plantes qui le modèlent au fil des saisons. Oh là là, ça travaille, ça travaille. Ah tiens, bonjour Claude. Bonjour Thierry. Ça va? Ça va et toi? Te voilà, tu viens voir notre jardin. Je viens voir votre charmant jardin, magnifique. Puis en plus là, il y a un beau rayon de soleil, une belle journée Magnifique, on est bien tombé. C'est une journée idéale pour visiter un jardin. Ici, on prend son temps pour découvrir les 4500 variétés de végétaux qui cohabitent en harmonie. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Oh, ben c'est la passion. Pour nous, c'est une forme d'expression. Donc, on est venu s'installer ici. C'est vrai que c'était un endroit qui n'était pas tellement hospitalier. Oui, pour faire un jardin. Les jardins, on passe à Normandie, à l'Angleterre, pas tellement aux Vosges. Pour obtenir ce résultat somptueux, il a fallu dompter cette ancienne carrière de granit au sol acide et jouer les bûcherons. Quand on est arrivé il y a 30 ans, tu vois cette plantation d'épicéas qui est au-dessus. Elle arrivait jusque là. On en a coupé plus de 3000 pour avant de pouvoir commencer les travaux. Et puis après, il a fallu apprivoiser l'eau, installer en priorité en premier les plantes sauvages, ensuite les plantes de cottage. Quelle entreprise! Sans plan précis, le couple a réussi à créer un lieu original, féerique et artistique. Une succession d'ambiances et de thèmes surprenants. Bonjour Claude. Bonjour Monica. Moi je te fais la bise. Ouais. Et ici alors, qu'est-ce que c'est? Ah bah ici c'est le jardin de pluie ici. Parce que bon tu sais bien que dans nos Vosges il pleut. Et le jardin de pluie, c'est un endroit où la pluie révèle plein de choses. En particulier la brillance des feuillages, les sons bien évidemment, les parfums. Toute une atmosphère de sous-bois. T'entends la cascade, le pont là, qui a été fait pour la circonstance. À Berchigrange, les découvertes visuelles et olfactives ne manquent pas. Et la nouveauté sensorielle du jardin, c'est cette explosion fantastique de verre, exclusivement vosgienne. Donc dans ce jardin, vous avez différentes choses. Vous avez des fleurs, beaucoup de fleurs, vous avez des herbes, vous avez des arbres et vous avez de la mousse. On a vraiment un département un des plus riches de France au niveau de la quantité de mousse, puisque bon, les forêts acides, c'est ce qu'elles préfèrent. Monique récupère des centaines d'espèces différentes dans la forêt et les mélange ici. Un petit paradis qui donne des idées à Claude. C'est vraiment un monde miniaturisé. Et c'est absolument fantastique de s'y promener. De s'y coucher. Tout ça, coucher dans la mousse. C'est toujours un peu humide quand même. Oui, mais c'est vrai qu'on a envie de s'y blottir. C'est un monde de féerie. Un labyrinthe, un jardin des dames, un jardin fraîcheur. Chacun trouve son bonheur à Berchigrange. Mais un tableau en particulier fait honneur au pouvoir des fleurs. Alors ici, tu es vraiment dans le jardin bohémien. On retrouve la liberté, on redonne la liberté aux plantes. C'est-à-dire qu'elles vont être plantées en compagnie des plantes locales, elles vont se mélanger et elles vont vivre. Parce que dans les autres parties du jardin, on est un peu dictateur, le jardinier. On dit, toi, tu as le droit d'être là, toi, tu n'as pas le droit, on désherbe. Mais après, on les laisse vivre leur vie. Et les plantes vivent en parfaite intelligence. Si seulement les hommes pouvaient faire pareil. Quelle variété de couleurs en plus. Allez, retour sur le plateau en direct de cette 70e foire de Châlons. Alors là, on était vraiment en train de goûter tous les produits, d'essayer de faire des associations entre l'andouillette, la truffe et le miel de Saint-Foin. Bref,
Là aussi, on est en train de partager, j'espère, là aussi, qu'on vous donne envie de partager et de goûter ces produits qui sont accessibles en prix. On ne l'a pas dit, mais Benoît, pour cette truffe-là, on est à combien du kilo? On est à 4 € par personne. 4 € par personne. Parce qu'à chaque fois, on parle du prix au kilo qui peut faire peur, parce qu'on est à 400, mais on utilise 10 grammes par plat et par personne. Donc pour se faire plaisir, pour 2 personnes, on va dépenser 8 € en saison. Hein. Je parle d'octobre à décembre. La truffe noire, elle est un peu plus chère. On est à 10-15 € par personne. Ouais. Okay. Mais on reste sur des produits qui diffusent, c'est un aromate. Clairement, je peux vous dire, on a goûté ça pendant la pub. Alors bref, notre escapade touristique avec Pierre Lethier, le lac du Der, là aussi, donc, qui se situe non loin d'ici, non loin d'ici, mais qui est le premier lac artificiel d'Europe, c'est bien ça? Absolument. Alors qu'est-ce qu'on y fait sur ce lac? Toute activité nautique, entre autres, il y a 2 saisons, si vous voulez. On a une marée qui dure 6 mois. On a le lac en position haute jusqu'au mois de juin et on le vide régulièrement jusqu'au mois de novembre. D'accord. Toute la saison touristique nautique, c'est plus de 40 activités sur le lac. Alors, je ne vais pas vous les énumérer, ça serait fastidieux. Mais c'est-à-dire qu'il y a des bases de loisirs tout autour de ce lac? Il y a 3 ports. Il faut savoir qu'il y a 650 places de bateaux. Ah oui, il y a 3 ports. C'est un des seuls lacs où on peut faire du motonautisme, que ce soit du jet ski, que ce soit du bateau moteur, que ce soit toute activité sport nautique motorisée. Et puis, il y a énormément d'activités en périphérie, que ce soit des acrobranches, des spectacles équestres, une grande roue, on peut faire du paddle, on peut faire du pédalo, on peut louer des Solex, on peut louer... voilà, tout est imaginable. Il y a plus de 40 activités qu'on peut exercer pendant la période d'été. Et puis arrive après, à partir du mois d'octobre, la saison ornithologique, qui est réputée... Ça, c'est important, parce qu'il y a combien d'espèces? Il y a plus de 320 espèces d'oiseaux maintenant qui nichent sur le lac, enfin qui nichent ou qui migrent sur le lac. Et on a le Festival international de la photo animalière qui est devenu une institution. Ça va être la 20e édition cette année. C'est en novembre, c'est ça? C'est en novembre, c'est toujours le 3e week-end de novembre. D'accord. Voilà. Et là aussi, on parlait évidemment du nombre d'espèces. Et excusez-moi, c'est à peu près 40 à 45 000 visiteurs dans un village qui en compte que 2005. Vous voyez tout de suite, sur 4 jours. C'est énorme. Le lac du Der, c'est à peu près 1 million 100 000 visiteurs par an. Ah oui, c'est non négligeable, ça c'est clair, c'est important. Donc il y en a pour les sportifs, il y en a pour les amateurs donc, de faune et de flore. C'est une halte migratoire, ce que vous disiez, pour bon nombre d'espèces. C'est devenu le 3e site d'Europe de migration. C'est également un site extraordinaire pour la pêche, puisqu'on a des records de France de silure, des records de France de brochet. En taille, on est bien d'accord. En taille, hein, le dernier brochet à 1,37 m. Ça commence à parler. Hein, et des silures de 1,17 m, je crois, le dernier qui a été sorti de l'eau là récemment. Donc voilà, on a des très très grosses pièces. Il y a de la pêche au gros en fait, hein, chez nous, avec des guides de pêche qui vous initient à la pêche des gros carnassiers. Ouais, donc c'est une vraie sortie familiale, hein, toute la famille. Sortie familiale. Ouais, toute la famille peut on a trouver son compte. De touristes. Alors, on a effectivement beaucoup de locaux. Hein. Il faut savoir que le lac du Der, c'est la destination privilégiée des gens dans du territoire, sur je vais dire un rayon de 50 km. Bon nombre de familles viennent se reposer au lac du Der dès qu'il y a un rayon de soleil. Alors, contrairement à la truffe, c'est l'eau qui nous gêne un peu. Nous, moins il y a de truffes, plus on a de touristes. Donc, c'est inversement proportionnel. Cette année, la truffe, c'était une très bonne année pour la truffe, un peu moins bon pour nous au niveau climat. Mais ceci dit, on a pris une option à partir de cette année, et c'est une réussite. On a décidé de lancer des animations sur la station et aux alentours de la station, en organisant des concerts, ce qui n'existait pas auparavant. On a fait un spectacle équestre sous chapiteau qui n'existait pas avant. On a monté une grande roue, ce qui n'existait pas avant. Et on a comme ça plein de projets pour animer, pour que les touristes n'aient pas l'impression de aller à la plage et puis à 5 h du soir, on rentre avec les enfants. Non, il faut que les touristes restent sur la station pour découvrir tout ce qu'on a à leur offrir. Et justement, est-ce qu'il y a des hébergements? Est-ce qu'il y a des chambres d'hôtes à proximité qui permettent... Il y a 5000 nuitées. Il y a 5000 lits autour du lac du Der. Alors pas que sur le lac du Der, mais autour du lac du Der, dans un rayon de 20 km, 25 km, il y a 5000 lits. C'est des chambres d'hôtes, c'est des cabanes dans les bois, c'est des gîtes de luxe, c'est des gîtes à des tarifs tout à fait acceptables, hein, puisque des week-ends complets avec, c'est moins de 300 € avec piscine, sauna, jacuzzi, voyez, donc des choses de qualité, mais à des prix tout à fait raisonnables. Mais justement, il faut le faire savoir. Alors, comment vous communiquez pour justement faire venir les gens sur le lac du Der? C'est le gros défi qu'on se lance.
Il se trouve que le lac du Der, c'est deux organismes qui gèrent. Il y a le syndicat du Der, qui lui est financé par les conseils départementaux de la Marne et de la Haute-Marne, puisque le lac est situé sur 2 départements, et qui lui est chargé plus des investissements. Et Dieu sait qu'en 40 ans, ils ont fait énormément d'investissements. Il faut savoir que depuis 1 an, on a un casino au lac du Der. D'accord. Casino jeu, j'entends pas une supérette, et qui est là extraordinaire également, puisqu'on a fait plus de 200 000 entrées dans ce casino en une année. Non, mais côté jeu uniquement, c'est quelque chose de fabuleux. C'est énorme parce que franchement, je connaissais pas. C'est énorme. Ouais. Dans un village de 250 habitants, c'est le seul casino en France qui se situe dans un village de 250 habitants. Mais qui devient 8e du groupe. Ils ont 22 casinos dans le groupe Joa. Ils sont 8e la première année. Ce qui est exceptionnel en termes de rentabilité. Et je ne sais plus où j'en étais. On parlait des activités. On parlait deux structures, excusez-moi. Le syndicat du Der, donc chargé. Et l'office de tourisme pour la promotion. Voilà. Et l'office de tourisme pour la promotion. Et l'animation. Voilà. Et donc, on s'y emploie. On a aujourd'hui travaillé énormément avec les médias cette année. On a fait notamment une émission de 52 minutes en direct avec France 3 sur le lac du Der. Vous venez en parler sur Campagne TV et puis on va essayer de venir filmer chez vous maintenant. C'est ça qu'il faut faire. On a fait des émissions de radio également. Vous savez également que pour faire le buzz aussi, et c'est pas tout à fait fortuit notre position, on s'est porté candidat aux Jeux Olympiques 2024 si Paris est retenu pour les 10 km en eau libre. Anne Lago prétend qu'elle va pouvoir se baigner dans la Seine, j'en doute un peu, parce que Chirac l'avait dit en 88, il s'est toujours pas baigné, à mon sens c'est trop tard. On verra l'année prochaine si la France est retenue, mais effectivement... si elle était retenue, et si la Seine n'était pas praticable, on est toujours en plan B. Au niveau du comité olympique, on a soumissionné, on n'a pas eu de réponse négative. Ça veut dire qu'on est toujours en lice. On verra ça au mois de septembre 2017. Lac du Der, site olympique, c'est la meilleure pub, en tout cas qu'on peut vous souhaiter. On est capable de l'assumer, puisque c'est une épreuve un petit peu intimiste quand même. Il y avait 30 ou 40 nageurs. Vous savez qu'Aurélie Muller, qui est de la grande région, puisqu'elle est de Sarreguemines, est championne du monde. Et elle est de chez vous? Elle est de Sarreguemines. Elle est donc de la grande région maintenant. Le club de Sarreguemines nous a donné son accord. Elle nous a donné son accord pour être l'ambassadrice. On a maintenant un champion olympique, médaille d'argent du 10 km en eau libre, homme, qui va effectivement être sollicité pour nous accompagner dans le projet. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. On incite là aussi nos téléspectateurs à aller visiter le lac du Der et à goûter l'ensemble des spécialités qu'on a partagées sur ce plateau aujourd'hui. Vous remercier, messieurs, d'avoir partagé votre passion. On est là pour faire partager vos produits et votre passion à nos téléspectateurs. Et on va évidemment faire un gros bisou sur le générique à Oné qui a été quand même sage durant toute cette émission. Et je vous dis moi à demain matin pour Terre d'Info, le JT, et à demain après-midi pour le MAC du Salon. Et d'ici là, n'oubliez pas, cultivez votre jardin. Bye bye.